L'actualité économique, c'est tous les soirs de la semaine avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. On commence avec le chiffre du jour, c'est le taux de chômage en zone euro, 12,2% en avril. Voilà, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. C'était 12,1% le mois d'avant. Et si on raisonne en termes de personnes, ce qui est bien l'essentiel dans cette affaire, eh bien c'est 95 000 personnes de plus en un mois en zone euro qui a perdu son travail. Et si on le ramène à l'année, alors c'est 1 640 000 personnes qui ont connu maintenant le chômage et qui connaissent le chômage en zone euro. On s'aperçoit aussi que le décrochage entre le nord et le sud de la zone monétaire s'élargit, ça grandit, ça grave. Par exemple, l'Autriche, 4,9% de chômage donc, au mois d'avril, l'Allemagne, 5,4%, et puis la Grèce, 27%, l'autre extrémité du spectre, et l'Espagne, 26,8%. Et puis si on compare la zone euro aux autres, 12,2%, vous l'avez dit, en moyenne, alors qu'aux États-Unis, le chômage est à 7,5% et qu'au Japon, il est à 4,1%. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la croissance a déserté la zone euro. Nous sommes en récession au niveau de l'ensemble de la zone monétaire, à la fois parce que nos politiques monétaires, contrairement au Japon et aux États-Unis, ne sont pas vraiment accommodante, c'est en tout cas ce qu'essayent de faire Japon et États-Unis, d'injecter de la richesse dans le système pour faire repartir l'activité, et aussi parce qu'on a mené des politiques d'austérité en Europe dont on voit les limites. Et la situation est particulièrement dramatique pour les moins de 25 ans. Où là, on parle littéralement de génération perdue. Maintenant, au niveau de la zone euro, il y a un taux, on va dire, de chômage de 24,4%, un jeune sur 4. Mais si vous regardez le sud de la zone euro, là, vous avez en Grèce 62,5% des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de travail. C'est plus d'un jeune sur deux. 56,4% en Espagne, donc on est vraiment dans une situation dramatique, avec un agenda politique qui a pris conscience de tout ça, les dirigeants. Conseil européen de la fin juin, ce sera essentiellement là-dessus. On a vu une initiative allemande et franco-allemande, en fait, hier encore, à ce niveau-là. En France, on compte aussi beaucoup sur des dispositifs comme les emplois d'avenir, donc des dispositifs particulièrement adressés aux jeunes, mais ces dispositifs démarrent très lentement. Anna Moreau nous en dit plus. Linda Alam est une des bénéficiaires des emplois d'avenir. Il y a 2 mois, elle a été embauchée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Un coup de pouce bienvenu pour entrer dans la vie active. Je peux apprendre, avoir accès à des formations, pouvoir me former et en même temps m'enrichir des expériences et des compétences de mes collègues. Donc c'était la meilleure des choses. Le système est avantageux pour l'employeur. Le salaire de Linda est pris en charge à hauteur de 75% par l'État. Pourtant, les emplois d'avenir peinent à décoller. À ce jour, un peu plus de 17 000 contrats ont été signés contre un objectif de 100 000 d'ici à fin 2013. Le système peut s'avérer fastidieux. Il demande un suivi de formation permanent pour ces jeunes qui débarquent dans le monde de l'entreprise sans aucune qualification. C'est le rôle du tuteur de les accompagner dans l'apprentissage du travail, du rythme de travail. Vous savez, ça commence par se lever le matin, arriver à l'heure, repartir, être bien avec ses collègues. Et puis après, c'est apprendre un métier. Et ces contrats n'aboutissent pas toujours. À Toulon, 18 jeunes ont été embauchés en emploi d'avenir par un centre d'appel. Le contrat de 6 d'entre eux a été rompu au bout d'1 mois seulement, faute de temps pour les former. Le gouvernement refuse toutefois d'ouvrir les emplois d'avenir aux jeunes plus qualifiés, de peur d'exclure encore les sans diplôme. Et à court terme, la croissance ne reviendra pas en zone euro. Pour preuve, la consommation est au ralenti chez les 2 pays moteurs de la zone. À commencer par l'Allemagne, avec une vente au détail qui baisse de 0,4% en avril, alors que les experts s'attendaient à une hausse de 0,2%. Et c'est vraiment l'Allemagne, le pari de la zone euro. Les Allemands vont plutôt bien par rapport aux autres. On espérait que la consommation reparte chez eux. Ça semble mal engagé. Puis en France, la consommation des ménages, elle recule aussi de 0,3% en avril, avec un point particulier, c'est que les dépenses alimentaires reculent de 3,3%. Autrement dit, les Français se serrent la ceinture. Alors on vient d'en parler, récession, niveau de chômage record. Et bien tout cela, évidemment, donne du grain à moudre aux adversaires des politiques d'austérité en Europe. Voilà, ceux qui disent que la priorité, ça n'est pas de rétablir l'équilibre des budgets publics, mais bien de booster la croissance. Et aujourd'hui, il y avait à peu près 2000 manifestants devant le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Écoutez l'un d'entre eux. Nous manifestons contre les politiques d'austérité en Europe qui sont une catastrophe pour les habitants de ces pays. Ces coupes nous touchent aussi. Quand l'âge de la retraite sera à 69 ans en Europe, il ne pourra plus être à 67 ans en Allemagne. Cela me touche avec tous les travailleurs. Et nous voulons montrer notre solidarité avec les Espagnols, les Portugais et les Grecs.
Voilà, à noter que le plus grand syndicat portugais vient d'appeler à une grève anti-austérité justement le 27 juin. Inquiets également les opérateurs de marché en Europe. Oui, quand on voit la fermeture aujourd'hui et qui est dans le rouge, Paris qui a reculé de 1,19%, Francfort moins 0,61%, Londres moins 1,11%, une inquiétude sans doute renforcée par ce chiffre aussi en Inde. Le pays connaît sa plus faible croissance depuis 10 ans, on est à 5%, autour des 5%, 4,8% pour le premier trimestre 2013, mais il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un émergent, donc un pays caractérisé par sa forte croissance. Et du côté des entreprises, LVMH perd une manche importante dans son duel avec Hermès. Oui, c'est une grosse affaire et aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers demande une amende maximum contre LVMH, 10 millions d'euros. Pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers, LVMH a bien dissimulé sa montée au capital dans Hermès. Il est rentré par effraction. Il a notamment fait en sorte de ne pas informer. Normalement, vous devez informer les autorités boursières quand vous passez des caps, des seuils, 5%, 10%, 15% de participation. Ça ne s'est pas fait. Et en plus, LVMH a utilisé des produits financiers complexes et au dernier moment a demandé à être payé non pas en cash, mais en actions Hermès. Et du coup, eh bien, LVMH est désormais à plus de 22% du capital, alors qu'Hermès ne veut pas que LVMH, bien sûr, rentre dans son capital. Je dis bien sûr parce que ce sont vraiment deux philosophies du luxe qui s'affrontent. D'un côté, vous avez LVMH, une politique multimarque, une politique de quantité, d'expansion. Et puis Hermès, au contraire, qui joue la rareté et qui veut garder un côté artisanal de super luxe, artisanal super luxe, mais tout de même artisanal. De lourdes sanctions en perspective pour Ryanair. Alors là, c'est une affaire de violation de droit du travail. En fait, Ryanair fait travailler beaucoup de salariés en Europe et notamment en France. Et là, en l'occurrence, c'était le site de Marignane, donc près de Marseille, avec des salariés qui étaient soumis au droit irlandais, qui payaient leurs impôts et leurs cotisations sociales en Irlande, alors qu'ils vivaient en France et qu'ils sont considérés comme des travailleurs français par le droit français. Donc là, effectivement, c'est une amende qui est requise pour le moment, une amende record. Normalement, en fait, le droit du travail punit ce genre d'abus de 225 000 euros, ce qui est rien pour une compagnie comme Ryanair. Donc le parquet a requis une amende équivalente à la valeur de 4 Boeing 737, qui sont les appareils qui étaient utilisés par Ryanair sur ces liaisons. Et c'est à peu près 10 millions d'euros d'amende, c'est plus du tout la même chose. Et la décision est attendue pour le 25 septembre. À noter cette commande du voyagiste britannique TUI à Boeing. Voilà, 60 Boeing 737 MAX avec une option sur 90 appareils. Ça peut être fort intéressant pour la compagnie, pour le constructeur américain. L'Elysée vend une partie de sa cave aux enchères depuis hier soir et c'est un succès. Un succès puisque dès le premier jour de vente, le produit de cette vente, c'est 295 663 euros si on veut être vraiment précis, alors qu'on pensait en tout en tirer 250 000 euros puisque c'est sur 2 jours. Et ce sont les Chinois qui raflent les plus belles bouteilles, avec notamment un Pétrus qui est parti à 5 800 euros, Marion, ça fait rêver. Main basse aussi sur le cognac, pour les Chinois qui en raffolent, et les particuliers, les Français ou les autres d'ailleurs, mais en tout cas ceux qui roulaient pour leur compte, on va dire, eh bien, repartent bredouille. L'Élysée, je vous le rappelle, vend 1/10 de sa cave pour faire de la place aux petits vignerons. Voilà pour ce point sur l'actu éco. Merci beaucoup Myriam, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.
Après 40 ans, la presbytie est inévitable, mais porter des lunettes n'est pas l'unique solution. Avec les lentilles ophtalmiques HR 1D progressives, de près comme de loin, votre vue est nette et vous profitez de la vie en toute liberté. Ophtalmique, une autre façon de voir. Ce produit est un dispositif médical. Jusqu'à 30 € remboursés sur votre premier achat. Rendez-vous sur ophtalmique.fr. Grozny, début 2000. Après 2 guerres menées par Moscou contre les indépendantistes tchétchènes, la ville est un champ de ruines. Aujourd'hui, la capitale tchétchène brille de tous ses feux. Un essor dû aux voisins russes et au potentat local Ramzan Kadyrov. Pourtant, les cicatrices du conflit n'ont pas totalement disparu. Derrière les façades refaites à neuf se cache une misère sociale dont personne ne parle. Billet retour à Grozny, un document inédit à découvrir sur France 24.